La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Arthur, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. C'est le premier rendez-vous de cette nouvelle année et c'est également le premier lundi de 2020. Et Audi Arthur, après 10 ans de parcours, c'est le premier rendez-vous qui ouvre une nouvelle aventure, certainement une nouvelle décennie devant nous. Alors, notre invité ce matin, c'est le président national du parti Le Togo Autrement, monsieur Fulbert Sassoua Tissot. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Et voilà, nous sommes au début d'une nouvelle année. Voilà notre toute première émission. Oui, comme nous sommes au début d'une nouvelle année et que l'honneur m'est fait d'être reçu le premier, parce que c'est vraiment un honneur. J'étais aussi sur une autre radio et l'honneur m'est fait aussi d'avoir été le premier à participer à une émission débat. C'est la même chose ici. Je pense que l'année commence très bien avec moi. Juste à fait, je suis béni, c'est une grâce. Ce n'est pas par ma force. Alors, je saisis l'occasion pour présenter mes vœux. Les vœux de mon parti Le Togo Autrement et mes vœux en tant que citoyen togolais à tous mes compatriotes. Je leur souhaite une très bonne santé, parce que sans la santé, nulle entreprise humaine n'est possible. Et puis, en dehors de la santé, il faut que nous allions de l'avant. Alors, la prospérité et la réussite dans toutes nos entreprises. Et ce qui est aussi le plus important, c'est que nous avons un pays en partage, le Togo, qui est un petit pays, mais qui a de très très grands problèmes. Nous souhaitons aussi que, pour cette année 2020, que le Togo sorte de toutes les difficultés qu'il connaît depuis très longtemps et qu'il aborde de nouveaux rivages. Et surtout que cette année 2020 débouche sur l'aspiration chère à tout le peuple togolais, ou en tout cas à une très large majorité du peuple togolais, à savoir l'alternance et le changement. C'est le vœu que je formule. Et maintenant, je ne vous oublierai pas, parce que vous êtes dans des moments festif, mais vous avez préféré garder un peu le silence autour, pas le silence, mais une discrétion autour de votre anniversaire. Audi Actu, qui est l'une des meilleures émissions de la place. Vous avez reçu tous les acteurs, partis politiques, société civile, les personnes des corps constitués de la santé, de l'économie. Vous avez reçu les diplomates, des étrangers. Et pendant les 10 ans, vous avez fait un travail formidable. Et je tiens ici à vous rendre hommage parce que moi-même, en tant que journaliste de profession, je sais comment c'est difficile d'abord d'initier une émission et de pouvoir l'animer pendant 10 ans. Parce que ça n'a pas été, bien sûr, ça n'a pas été aisé, ça n'a pas été facile pour vous. Je tiens sincèrement à vous féliciter. Merci. En 120 mois, nous avons fait du chemin. Ça n'a pas été du tout facile. Mais juste, c'est vrai, nous vous avons reçu plusieurs fois dans cette émission. Mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de nous suivre? Peut-être si vous n'êtes pas l'invité de Audi Arthur. Je ne peux pas vous dire que j'ai une seule fois manqué l'émission Audi Actu. Sauf si vraiment j'étais très occupé ou que j'avais d'autres choses qui m'engageaient. Mais alors, je pense que votre émission, d'abord, elle se passe à une heure de très grande écoute. Les gens sont dans leur voiture, ils vont au travail, les gens sont au bureau. Et je peux vous dire que je suis passé à plusieurs endroits et souvent à 7 heures, c'est Radio Victoire qui est capté. Vous devez vous en réjouir. Et surtout, nous devons nous en réjouir, nous tous. Nous, c'est qui? Oui, vous aussi qui nous nous écoutez. Qui avons participé. Voilà. Et qui avez participé. Mais l'honneur vous revient, la gloriole vous revient parce que c'est la radio qui a initié l'émission. Et c'est vous qui êtes l'animateur principal. Et parfois, Gildas vous relaie quand vous êtes occupé ou quand vous voulez un peu laisser la main. Et j'avoue que c'est une gageure d'avoir tenu cette émission pendant 10 ans. Et il n'y a pas eu de raté, enfin, j'ai pas vu de raté.
Mais ce que je souhaite, c'est que une émission naît et s'améliore. Voilà. C'est pour ça que je voudrais vous souhaiter d'améliorer la qualité de l'émission et de voir si des innovations nouvelles puissent être introduites dans l'émission. Mais chapeau à vous. Merci beaucoup pour ces souhaits et ces observations faites à Fulbert Artissot. Mais je vais quand même vous faire écouter celui qui était le premier invité donc de l'émission Audi Actu, et c'était le 4 janvier 2010. Il s'agit de Francis Pedro Amouzou, qui fut à l'époque, il avait en ce temps-là quitté la tête de l'Observatoire togolais des médias et il est devenu en tout cas le directeur de publication du journal Crocodile News. Et c'est lui qui fut notre premier invité dans l'émission Audi Actu le 4 janvier 2010. J'ai écouté le chef de l'État. D'abord, je dirais que pour une première fois, le chef de l'État a voulu respecter le peuple du Togo en lui présentant ses vœux un 31 décembre. Je dis que c'est une bonne chose de pouvoir satisfaire ce respect-là que nous avons sollicité depuis des années. Ça, c'est une bonne chose. Et je l'en félicite. Le fond de ma pensée, c'est de ne choquer personne. En tout cas, c'est le chef de l'État qui le dit dans son adresse à la nation. Ses vœux, c'est qu'il dit qu'il n'y aura pas une goutte de sang. Alors, que les élections seront transparentes. Si les élections doivent être transparentes et que désormais, c'est par le consensus et que véritablement, c'est le consensus, le président de la République a l'obligation de faire tout ce qu'il faut faire pour que ces élections ne soient pas des élections brutales comme nous l'avons connu dans le passé. Et si nous sommes dans les conditions où nous sommes actuellement, où la révision des listes électorales se fait de façon bâclée, très très bâclée, avec des kits inopérants, avec beaucoup de choses, nous sommes sûrs que on ne veut pas organiser des élections propres. On ne veut pas que nous puissions sortir de l'ornier. Voilà, Francis Pedro avec sa verve le 4 janvier 2010, puisque l'élection présidentielle de 2010 devrait avoir lieu le 4 février 2010. Alors, quand j'écoute Francis Pedro, d'abord, ça a été un honneur pour lui d'avoir été reçu le premier dans cette belle émission. Et je constate qu'il n'a rien perdu de sa verve. Vous savez que nous sommes des amis, même si aujourd'hui nous ne sommes plus du même parti politique. On était déjà confrères à la presse. On a commencé pratiquement ensemble. Et il n'a rien perdu de sa verve, de son bouillonnement. Il a gardé la ligne, c'est-à-dire cette volonté que le pays doit changer. Le pays doit sortir des injustices. Voilà. Il n'a rien perdu de ses convictions. Et vous savez aussi que quand je l'écoute parler, 10 ans avant, aujourd'hui je constate que nous avons toujours les mêmes problèmes. Les problèmes n'ont pas changé, surtout en ce qui concerne l'organisation des élections. Ce qu'il a évoqué là. Ce qu'il a évoqué il y a 10 ans, ces problèmes sont encore là aujourd'hui. Les mêmes problèmes. C'est-à-dire la volonté du parti au pouvoir d'organiser des élections bâclées, frauder les élections, faire en sorte que l'organisation soit irrégulière et qu'elle ne corresponde pas aux standards internationaux. Vous voyez que ceux qui viennent aujourd'hui à la politique doivent comprendre que tout ce qu'ils disent ont été déjà dit en d'autres temps. Alors, les mêmes problèmes, nous les avons. Mais maintenant, c'est vrai que la pédagogie voudrait que nous répétions les mêmes problèmes, les mêmes défauts, pour que, dans un avenir proche, eh bien, ces problèmes-là soient réglés. Et toujours ce lundi 4 janvier, là, je vais vous faire écouter quelques acteurs dont je ne cite pas les noms. Alors, je vous invite à les écouter. On les avait reçus également dans l'édition Audi Actu du 4 janvier 2010. Nous n'avons qu'un seul Togo, nous n'avons qu'un seul pays et nous sommes condamnés à y vivre. Et chacun doit mettre de la volonté politique, j'entends, pour que nous puissions nous retrouver quelque part. J'en appelle à la volonté divine de faire en sorte que là où les hommes sont résistants et ne veulent pas progresser, que Dieu fasse en sorte que les cœurs se ramollissent et que ce que nous souhaitons pour ce peuple soit réellement ce que lui et il veut. Les gouvernants et ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition puissent faire en sorte que les périodes électorales ne se transforment pas toujours en des périodes d'affrontement. Lorsqu'il y a frustration, il y a nécessairement
réaction. Et les réactions provoquent des contre-réactions. Et c'est ça l'origine justement des problèmes que nous connaissons. Lorsque des élections se déroulent dans la paix, dans la nôtre-Syrie, lorsqu'on ne vole pas les élections, le pays ira vers la paix. Alors, on ne peut pas nous dire qu'on a entamé un processus de réconciliation cette année et qu'en 2010, l'élection soit truquée et qu'on nous parle de paix. Il n'y aura pas de paix. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, moi je demande qu'on prenne le problème à la racine. J'ai saisi l'occasion de la nouvelle année 2010 pour présenter au nom du parti nos vœux les meilleurs de santé, de réussite à toutes les militantes, à tous les militants, à toutes les sympathisantes et à tous les sympathisants du Rassemblement du peuple togolais. Je voudrais donc placer cette nouvelle année sous la protection divine et prier le Seigneur notre Dieu de protéger le Togo, de bénir le Togo et de lui assurer un avenir serein. Au peuple togolais, dans son ensemble, je souhaite vivement mes vœux de prospérité et de progrès pour que nous puissions nous entendre. L'année 2010 sera marquée par deux faits majeurs. Le premier événement est l'élection présidentielle de février 2010. Le Rassemblement du peuple togolais souhaite que ce scrutin se déroule dans de très bonnes conditions d'harmonie, d'honnêteté, de transparence et surtout que ce scrutin soit pacifique, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang, afin que les résultats qui sortiront de ce scrutin soient incontestables et incontestés. Le second événement qui est aussi important, c'est la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'année 2010 sera une année jubilaire. C'est l'occasion pour tous les Togolais, quels qu'ils soient, pour se poser une seule question. Qu'avons-nous fait de notre indépendance après 50 ans? Mais aussi de s'interroger pour savoir ce que nous avons fait de mal et que nous pouvons corriger pour parfaire encore les 50 prochaines années. Tels sont les vœux que le Rassemblement du peuple togolais, par ma voix, présente à tous les Togolais. Alors, Fulbert, vous avez reconnu certainement ces acteurs? Oh, très bien, j'ai reconnu les acteurs. Le premier qui a parlé, c'est Maître Apevon, oui, le président des FDR. Et à l'époque, nouvellement président du CAR. Tout à fait. Et qui n'a rien perdu aussi de sa verve caustique, avec beaucoup de considération pour l'adversaire. Et il a énuméré aussi le chapelet de problèmes que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections. Les problèmes sont les mêmes, comme je l'ai dit tantôt. Le second qui a parlé, c'est le ministre Soli Toki Eso. Ça aussi, je l'ai reconnu avec sa facilité d'élocution. Et à l'époque, le UNIR n'était pas encore né. Il parlait du RPT. Rassemblement du peuple togolais. Voilà. Alors, ça veut dire que d'une tendance à l'autre, d'un camp à l'autre, vous avez reçu tout le monde. Oui. Vous vous êtes battu pour que l'information au niveau de votre radio, au niveau de l'émission que vous animez, soit plurielle. Oui. Et que vos antennes soient ouvertes à tout le monde. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra approfondir. Je sais très bien que nos amis d'en face, nos adversaires, n'aiment pas beaucoup parler sur les radios. Et quand vous voulez les inviter à des émissions, c'est la croix et la bannière. Justement. Et je vous souhaite de faire davantage d'efforts pour que l'information soit encore plurielle. Voilà. Et le débat contradictoire. Le débat soit contradictoire. C'est que les auditeurs, beaucoup d'auditeurs ou nombre d'auditeurs sont en train de nous demander après 10 ans de parcours. Alors, Fulbert, quand nous avions écouté tout à l'heure le président Apevon ou le ministre Soli Toki Eso, les deux ont parlé quand même des élections. Mais est-ce que 10 ans après, les lignes ont réellement bougé? Les lignes n'ont pas bougé en ce qui concerne l'organisation des élections. C'est vrai que quand vous visitez les tests qui organisent les élections,
la Constitution, le code électoral, les différentes mesures administratives qui entrent dans l'organisation des élections. Les tests sont beaux. Et quand vous voyagez dans certains pays de la sous-région, les gens vous disent que, eh bien, quand on visite votre loi électorale, non, votre code électoral, parce que j'ai toujours tenu à faire cette nuance, la loi électorale, le code électoral. Le code électoral, c'est à la fois la loi électorale et toutes les mesures administratives. Mais nous avons tendance au Togo à faire le mélange. Nous appelons code électoral la loi électorale. Alors quand vous revisitez tout ça et quand vous allez un peu dans d'autres pays, on vous dit vos tests sont beaux. Oui. Mais qu'en est-il de leur application? Qu'en est-il de la réalité de l'organisation des élections? Toutes les élections ont été contestées par l'opposition. Toutes les élections que UNIR a prétendu avoir gagnées, que le RPT a prétendu avoir gagnées, ont été contestées par l'opposition. Mais à un moment donné, l'organisation a été plus ou moins consensuelle. À quel moment l'organisation a été consensuelle? Ah oui, l'organisation n'a jamais été consensuelle. Vos représentants, ou disons, l'opposition envoie ses représentants à la CENI, la structure chargée d'organiser et de superviser ces élections. Oui, il n'y a pas que la CENI qui entre dans tout le processus organisationnel des élections. Oui. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent aussi sur le terrain. D'abord le recensement électoral, le fichier électoral qui est l'instrument important parce que c'est le fichier électoral qui doit être sain, sur lequel il doit y avoir tous les électeurs, le dédoublonnage doit être fait et le fichier doit être propre. Ben, vous savez qu'il y a un débat autour du fichier. Nous avons toujours dit que le fichier n'est pas propre. Et les experts de l'OIF qui était venu en 2015 ont su bien dit, enfin, on dit clairement que le fichier que nous avons n'est pas un fichier de qualité. Mais c'est un fichier acceptable et que tout le monde, plus ou moins, a accepté qu'avec ce fichier, on peut aller aux élections. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, au sein des CELI, au sein des bureaux de vote, les achats de conscience, vous savez que quand nous mettons les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, au soir du scrutin, on leur remet de l'argent et les résultats qui sont sortis des bureaux de vote, on change les résultats, on fabrique un nouveau procès verbal et on leur donne à signer. Oui, mais ça voudra dire que vos représentants ne sont pas des représentants de qualité. Oui, Ils se laissent facilement corrompre. Pourquoi on doit les corrompre? Est-ce que la corruption est un fait normal? La corruption est une infraction. C'est une infraction. On ne doit pas tenter de corrompre le corrompu aussi a sa part de responsabilité. À sa part de responsabilité, oui. J'en conviens. Mais ce qui est sûr, c'est que le RPT UNIR a cette propension à vouloir corrompre les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote, leur remettre des prébendes, de l'argent, et puis ensuite tout le trajet que les urnes doivent faire après les élections du bureau de vote vers les CELI, ça aussi c'est un trajet dangereux parce qu'au détour d'une ruelle, surtout quand on est dans les campagnes, eh bien on change les urnes, on change les bulletins, et voilà tout ce processus-là qui est en réalité complètement vermoulu par la fraude. Et puis ensuite, les organes ou les institutions chargées de proclamer les résultats, on parlait tantôt de la CENI, la plupart du temps, cette CENI est dirigée par un membre du pouvoir. Dites-moi une seule fois où la CENI a été dirigée par une personnalité étiquetée comme proche de l'opposition. Et deuxième chose, la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats finaux, cette Cour constitutionnelle est dirigée depuis des années par un baron du RPT UNIR.
Voilà. En tout cas, tout depuis le 2007, processus. c'est M. Abdou Assouma qui est à la tête de la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle qui est incomplète, cela pousse le CAR, Comité d'action pour le renouveau, le parti d'un autre dinosaure de la politique togolaise. Il s'agit de Maître Hervé Agboibo, de renoncer donc à sa participation à ces scrutins et il retire ses membres des instances d'organisation en charge de l'organisation du scrutin. Oui, là c'est plus cohérent. D'abord, je respecte cette position du CAR, qui est un parti souverain, qui a décidé de ne pas prendre part au prochain scrutin. Ça, c'est leur décision, je la respecte. Mais maintenant, le fait que le parti décide de retirer ses membres de la CENI et des CELI est plus cohérent que ce que nous avons vu en 2015, où le parti n'a pas participé aux élections, mais que ses représentants soient gardés dans les institutions organisatrices de l'élection. Ça, c'est une anomalie. Et je pense que cette fois, le CAR a voulu être plus cohérent. Bon, maintenant, ce qu'il faut aussi saluer, c'est que Maître Agboibo a dit que même s'il est vrai que le CAR a décidé de ne pas prendre part au prochain scrutin, que leur position peut évoluer. Oui, il leur a dit. position peut évoluer. Si. Oui, Et voilà, seulement et si. avec les conditions, bien sûr. Mais déjà, il faut saluer la volonté du parti de dire que sa position peut évoluer. Et c'est pour cela que nous, qui sommes dans la dynamique de Monseigneur Podjro et qui, la dernière fois, avons dégagé un candidat unique pour l'opposition, nous avons dit que nous devons aller voir tout le monde. Nous devons d'abord consolider la dynamique et faire en sorte que tous ceux qui sont membres de la dynamique soient davantage d'accord avec ce qui est en train de se faire, et puis sortir de la dynamique, aller au-delà de la dynamique pour rencontrer tous les autres partis qui sont pour l'alternance et qui voudront travailler pour que cette aspiration soit matérialisée. Et comme vous l'avez évoqué, je rappelle ici, Philbert Atisso, que vous êtes membre de la dynamique de Monseigneur Podjro, cette dynamique qui a servi à dégager M. Agbemé Kodjo comme étant candidat unique de l'opposition. Mais qu'est-ce qui a milité en faveur donc de ce choix, c'est-à-dire du choix de M. Gabriel Mensah Agbemé Kodjo, car je crois avoir lu Monseigneur Podjro manipuler, Agbemé choisi peut-être au pifomètre, etc. Alors, qu'est-ce qui a milité concrètement au choix de M. Agbemé Kodjo? Moi, j'ai été dans la dynamique Podjro dès le départ. Oui. Et Monseigneur Podjro nous a toujours dit que sa dynamique est d'abord une initiative de foi. Oui. Il a vu une opposition exaspérée, une opposition lassée par les échecs successifs, et qui ne croit plus que l'alternance puisse être possible par les urnes, par les moyens réguliers prévus par l'État. Il en est de même aussi pour les populations. Quand vous allez aujourd'hui dans les populations vous disent les élections, oubliez ça. Je pense que le grand défi que nous avons sur les prochaines périodes, c'est de faire croire encore aux populations que l'alternance est réalisable à travers les urnes. Il y a un travail à faire dans ce sens, nous ne l'ignorons pas. Oui. Mais alors, Monseigneur Podjro, dont la mission est dans une posture herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation des textes religieux pour expliquer des situations terrestres. La posture est herméneutique. Monseigneur Podjro prend le passage de la Bible, Matthieu 5,5, où Pierre, technicien de la pêche, a pêché toute la nuit, ne savait rien plus capturé. Quoi faire. Et puis, le monsieur qui arrive avec ses longs cheveux et qui dit Jésus. Faites encore, jetez à nouveau le filet. Et puis le technicien qui lui dit qu'est-ce que vous racontez votre vie? Nous sommes des techniciens, vous non. Et ça n'est suivi un débat. Et puis finalement, Pierre s'est plié avec son équipe. Il a dit bon, on va le faire encore. Et ils l'ont fait et ils ont vu que le monsieur a raison. Oui. Alors, la posture de Monseigneur Podjro s'inspire de ce passage. Une opposition fatiguée qu'il a retrouvée et à qui il dit « faisons une fois encore ». Voilà la mission de foi. Et on a commencé un travail, on a cru dans cette mission, mais
nous ne pouvons pas nous arrêter à la posture herméneutique. On l'a quitté pour dire nous sommes des hommes, Dieu nous a tout donné. Et qu'en est-il de ce que nous devons faire nous-mêmes? Et nous avons travaillé sur les conditions d'organisation des élections et travaillé sur celui qui doit jeter à nouveau le filet. Il faut quelqu'un pour jeter à nouveau le filet. Et Monseigneur a dit, il nous faut un candidat. Alors, il a eu lui-même sa révélation sur le candidat. On ne pouvait pas s'arrêter à ce niveau-là. Il a mis en place un comité de sages qui travaille avec lui, composé d'anciens ministres, qui ont élaboré un certain nombre de critères, qui ont reçu des candidats, pas seulement ceux dont vous connaissez les noms, mais d'autres candidats aussi ont été appelés, y compris même Georges Koissan, et le professeur Olou, et bien d'autres. Même certains candidats indépendants? Oui, certains ont décliné, puisque Pierre Baudard est un candidat indépendant. Bien sûr. C'est vrai qu'il est dans la dynamique. Certains ont décliné en disant non, nous ne voulons pas entrer dans cette dynamique, nous sommes candidats. D'autres ont accepté de se soumettre aux épreuves, et les épreuves consistaient pour le comité de sages à donner des questionnaires aux candidats sur lesquels ils ont réfléchi. Ils ont été soumis à ce qu'ils ont appelé le grand oral et on a donné des notes. Et le grand oral, c'était en présence de tous ceux-là qui sont dans la dynamique? Oui, non, pas en présence de tous ceux qui sont dans la dynamique. C'était les candidats qui ont été reçus. Nous ne sommes pas candidats, nous avons accepté de faire le sacrifice cette fois-ci. Et au cours de ce grand oral, celui qui a émergé, c'est le Premier ministre Agbeyomi Kodjo. Et c'est lui qui est le candidat de la dynamique Kodjo. Voilà, alors, a-t-on choisi Agbeyomi pour damer le pion à Jean-Pierre Favre? Oula, non, pas du tout. Je ne crois pas que le travail scientifique qui a été fait par le comité de sages ait eu cette idée-là de damer le pion à qui que ce soit. Et ce travail scientifique, au cours duquel le Premier ministre Agbeyomi Kodjo a caracolé, a pris la tête, est venu confirmer la révélation de Monseigneur Kodjo. Donc voilà les deux facteurs qui ont fait la résultante de la désignation d'Agbeyomi Kodjo. Mais ce qu'il faut apprécier, c'est que lorsque ce 31 décembre 2019, la candidature... Le mardi dernier, la candidature d'Agbeyomi Kodjo a été annoncée, ça n'a fait l'ombre d'aucune contestation officielle dans la salle. Il n'y a pas dans la salle, il n'y a pas eu de contestation. Alors, c'est vrai que... Oui, mais quand même, depuis qu'il a été désigné candidat uni de l'opposition, les gens ne le portent pas au pinacle. Ça, vous le savez très bien. Est-ce que cela, je voudrais être très simpliste, est-ce que cela ne l'a pas affecté ou peut-être émoussé vous-même vos ardeurs, c'est-à-dire vous qui l'entourez? Vous savez, c'est aussi ça ce qui est extraordinaire pour les sociétés humaines. Vous savez que quand l'opposition veut participer aux élections, il y a une tradition, il y a une culture. La culture, c'est qu'il faut présenter le candidat du parti majoritaire, le parti le mieux implanté. Ça, c'est la tradition. Et je trouve ça normal parce que dans un pays qui fonctionne bien, avec des paradigmes démocratiques, c'est le parti le mieux implanté qui gagne les élections. Mais nous sommes au Togo et il y a une problématique de l'alternance. Et je pense que Monseigneur et le comité qui a travaillé avec lui ont vu cet aspect de la question. Et ils ont dit, est-ce que pour une fois, nous n'allons pas faire le raisonnement contraire? Parce que vous savez que beaucoup de gens nous ont toujours dit, à l'opposition, compte tenu de ce que vous êtes au Togo et qu'il y a un régime qui vous dirige pendant plus de 50 ans, et que chaque fois qu'en Afrique on veut faire des élections, la communauté internationale a son mot à dire, en tout cas a ses préférences parmi les candidats. Parce que la France, parce qu'un certain nombre de pays de la communauté internationale ont des intérêts dans nos pays, ils veulent que ces intérêts soient préservés. Il y a les menaces terroristes qui entourent notre région ici et on veut
que celui qui vienne soit quelqu'un qui connaisse les problèmes et les réalités et qui puisse les résoudre. Et il y a aussi le fait que ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 50 ans ont peur de partir. Il faut donc leur trouver la passerelle qui puisse leur assurer une certaine sécurité, une certaine garantie pour partir. Il y a l'armée qui, au sein du Togo, a une posture particulière et qui est la seule force organisée avec une puissance de feu et qui soutient le régime, ça il ne faut pas le cacher. Il y a tous les barons, tous les milieux commerciaux qui ont peur du changement et de l'alternance. Ils ne savent pas qui va venir. Ça va être un opposant radical, bontin. Que faisons-nous? Alors, donc vous avez tenu compte de tous ces paramètres, de tous ces aspects? Ce n'est pas moi qui ai choisi le candidat. Oui, je sais. Ceux qui l'ont choisi ont dû avoir tenu compte de ça. On dit, pourquoi ne faisons-nous pas pour une fois le raisonnement contraire? Au moins une chose est sûre, c'est que la tradition que nous avons toujours utilisée, la culture que nous avons toujours utilisée, présentons le candidat du parti majoritaire, cette posture a toujours coulé. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, peut-être beaucoup, en tout cas depuis 98 jusqu'à ce jour. Depuis 98 jusqu'à ce jour, au moins nous pouvons être sûrs que cette tradition n'a pas prospéré. Pourquoi nous refusons de développer le raisonnement contraire en disant, quand on veut faire l'alternance dans un pays compliqué comme le Togo, ça a été le cas au Burkina, au Sénégal et dans certains autres pays, la plupart du temps, c'est ceux qui ont été dans le système, qui connaissent le système, qui ne font pas peur au système, qui ont des entrées dans la communauté internationale, qui sont connus au sein de la communauté internationale, c'est ceux-là qui réalisent plus facilement l'alternance. Et donc vous-même, en tant qu'acteur politique, et vous êtes dans la dynamique de Monseigneur Kpodjo, vous partagez le choix qui a été fait. Est-ce que M. Agbeyome a aussi cette cote de popularité pour convaincre? Parce que cet aspect, on ne doit pas l'occulter non plus. Alors là, en clair, est-ce qu'il a vraiment, réellement pignon sur rue face à cette pléiade de candidatures que nous avons? Oui, moi je comprends ce qui se passe, les contestations dont fait l'objet la candidature choisie par Monseigneur Kpodjo. Je comprends ça. C'est-à-dire les gens s'arc-boutent sur le passé du candidat, sa participation au système, peut-être les positions qu'il a prises sur les dernières périodes. Et les gens ne veulent pas dépasser cet aspect pour voir les atouts que dispose ce candidat en tant qu'ancien baron du système, qui a des relations dans le système, qui connaît le système, qui connaît l'armée, qui a des entrées dans la communauté internationale. Je vous raconte cette anecdote. J'étais au Mali en 2018, en juillet, pour être observateur des élections. Oui, présidentielles. Voilà. Et très tôt le matin, on était dans une école, dans un quartier qui s'appelle Sebeni Koro, où le président Ibeka vient voter. J'ai rencontré M. Agbeyome Kpodjo sur les lieux, il était observateur aussi. Et donc, le président Ibeka est venu, alors il a voté, il a été soumis à une interview des journalistes, et quand il partait, il s'arrête devant Agbeyome Kpodjo, il dit, ah, petit frère, tu es venu? Vous étiez témoin? Ben, moi, j'étais à côté, mais moi aussi, je suis opposant, mais il ne me connaît pas. Il dit, petit frère, tu es venu? On est ensemble, peut-être, on ne vaut pas les mêmes prix. Bon, voilà. Ça peut être ainsi interprété, oui. Ça c'est mon point de vue. Mais des gens peuvent dire, entre Fulbert Atisso et Agbeyome Kpodjo, celui qu'on peut dire qu'il est le plus grand opposant compte tenu de ce qu'il n'a jamais trempé avec le système, tout ça, c'est moi. Mais voilà le président qui s'arrête devant lui, qui dit, oh, petit frère, tu es venu? Ah, c'est bien ça. Ok, je suis content, ma porte est ouverte. Hein. Ah. Alors, je pense que ça, c'est un atout. Et ce sont des atouts, à mon avis, fondamentaux. Et peut-être il peut en avoir ces portes ouvertes ailleurs aussi. C'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. Bon, il y a d'autres anecdotes. Je connais un ami qui m'a dit qu'il était à la COP 21 en Allemagne. Et puis, il était ensemble dans un groupe où il y avait M. Agbeyome Kpodjo. Et quand Alpha Condé est venu, il a dit, Gabriel, ça va? Bon. Il a appelé par son petit nom. Il a appelé directement. Autrement dit, il le connaît parce qu'il venait ici à Lomé, il le voyait déjà. Alors, voilà des atouts
qui, à mon avis, sont fondamentaux et qui participent à accréditer le raisonnement contraire que certains développent en disant la tradition du parti le mieux implanté, nous pouvons l'abandonner pour aller vers quelqu'un qui Maintenant, peut la question, est-ce que l'alternative. vous êtes prêt à composer avec ces critiques? Parce que les gens ne sont pas du tout à faire vis-à-vis de lui. Est-ce que vous êtes prêt à composer avec eux Nous sur sommes ce prêts. déchaînement? Mais vous ne répondez pas. On marque d'abord la pause. Audi Actu. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Sur Victoire FM. Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, Monsieur Fulbert Sassou Atisso, président national du parti Le Togo Autrement, qui est également membre de la dynamique de Monseigneur Philippe Fanoko Podro. Autrement dit, celui qui, pour le moment, joue le rôle de communicateur autour donc de la candidature, ou disons du candidat unique de l'opposition. Alors, Fulbert, je vous posais tout à l'heure la question de savoir, est-ce que réellement vous voudrez bien composer avec les critiques acerbes qui fusent de partout? Puisque, je l'avais dit, les gens ne sont pas du tout affables vis-à-vis de votre candidat, en tout cas du candidat de l'opposition. Non, mais ça c'est clair. C'est clair que l'annonce de la candidature d'Agbeyome Kodjo a créé une division dans le peuple. Il y a ceux qui ont compris que nous devons utiliser un autre raisonnement cette fois-ci si nous voulons faire l'alternance. Nous ne devons pas rester ancrés dans la tradition que nous avons toujours utilisée au sein de l'opposition. Ceux-là sont favorables, ils ont compris. Même s'ils ne sont pas d'accord avec le candidat sur un certain nombre d'aspects. Beaucoup critiques sont passées, ça c'est clair. Voilà. Deuxième, quand ceux qui ne sont pas d'accord, alors les critiques viennent essentiellement du Parti Unir. Parce que le Parti Unir a compris que, cette fois, ces gens, ils ont été malins, ils ont été plus intelligents. Autrement dit, Ils ont quitté... vous faites déjà peur? Puisque les critiques les plus acerbes viennent de là. Je pense que ça fait peur. On aurait souhaité que ce soit la tradition qui soit respectée. Là, on sait que la tradition a toujours coulé. Il y a ceux qui pensent que, compte tenu de son passé, ou compte tenu de ce que il n'est pas le plus populaire, et qu'il y a des gens plus populaires dans l'opposition, pourquoi parler de lui comme candidat unique alors qu'il y a des candidats du parti le mieux implanté ou des partis qui sont mieux implantés? Les critiques viennent aussi de là. Et puis il y a les critiques émotionnelles. Ceux qui pensent que il est lié à Frojardin, il est lié à un certain nombre de faits qui ont peut-être martyrisé les populations. Tous ceux-là, nous voulons les apaiser et les convaincre. En disant que, là je retourne à la posture herméneutique, en disant le Matthieu Moïse, 5:5. Moïse, il était dans la cour du Pharaon. Et quand il s'est aperçu qu'il est hébreu, et que c'est son peuple qui est en captivité, il s'est rébellé contre Pharaon. Pharaon l'a renvoyé du palais. On l'a même proscrit de l'Égypte. Il est parti. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il l'a envoyé. À travers le buisson ardent. Absolument. Et l'a dit. Renvoyé encore à l'Égypte. Délivrer, libérer son peuple. Quand il est allé faire le bras de fer avec Pharaon, que Pharaon a dit, ok, va libérer, vas-y. Tu as démontré que ton Dieu est plus fort que le nôtre. Quand il est allé chez les siens, les siens lui ont dit, c'est toi qui nous as fait des misères, qui nous a persécutés ici. Tu as même tué des gens ici. On n'accepte pas. Laisse-nous rester dans la servitude, que d'aller patauger dans le désert. On mange ici que d'aller à l'aventure. Alors, c'est la même chose. Tout à fait. Il n'avait pas cru. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Voilà un homme qui a été désigné candidat unique de l'opposition, qui a un passé. Les gens s'arrêtent à ce passé pour dire, lui, en tout cas, moi j'ai entendu des gens dire, c'est plus fort que nous, on ne votera pas pour lui. Mais est-ce qu'on peut dépasser cette posture pour rentrer dans l'herméneutique de Moïse, pour comprendre ce qui s'est passé au Burkina Faso, Blaise Compaoré, Christian Kaboré, deux personnes inséparables, président de l'Assemblée nationale, ministre, Macky Sall, premier ministre d'Abdoulaye Wade, etc., etc., etc. Alors, je pense que le peuple doit comprendre que
aujourd'hui, nous devons faire le raisonnement contraire, nous devons changer. Changer de paradigme. Pour en tout prendre... cas, oui, mais est-ce que, en quoi cela peut rassurer d'abord l'opinion nationale? Cela peut rassurer l'opinion nationale si nous expliquons. Si nous expliquons que c'est lui qui peut faire l'alternance. Moi, j'ai écouté certains dire que ceux qui sont capables de faire l'alternance, c'est ceux que nous n'aimons pas. Pascal Bojona, Agbeyome Kodjo, François Boko. Tous ces noms-là ont un passé chargé. Ceux qui ont déjà travaillé avec le pouvoir en place. Le système, qui connaissent le système, qui peuvent rassurer le système, qui peuvent rassurer la communauté internationale. Parce que la communauté internationale les connaît. Ils disent, pour faire partir en douce ceux qui sont là et préserver l'existant, il faut prendre quelqu'un qui a fait avec eux. Voilà. Pas un opposant bon teint, parfois assimilé de radical, dont on a peur. Voilà un peu le raisonnement que les gens doivent comprendre. Voilà. Et maintenant, si vous arrivez à rassurer peut-être l'opinion nationale, vous devez également rassurer les partis politiques. C'est vrai que ces partis politiques font partie intégrante de l'opinion nationale. Cependant, est-ce que vous avez la pointe nécessaire de pouvoir les rassurer, les partis politiques? Oui. Tout à l'heure, Dr Kouessan, lui, il a dit qu'il ne rejette pas la candidature de M. Agbeyome Kodjo, mais il tient toujours au candidat unique. Et même si les indicateurs virent au vert, il est toujours prêt à désister. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter le Dr Kouessan. Parce que voilà un monsieur qui a perdu tout son temps, beaucoup d'énergie pour développer la thèse selon laquelle pour gagner l'élection présidentielle de 2020, il faut un candidat unique. Il était le chantre donc de cette théorie. Voilà, depuis quelque temps. Personne ne l'a écouté. Il a convoqué des réunions auxquelles les collègues de l'opposition n'ont pas participé. On l'a presque ignoré et même boycotté. Et bon, ben voilà, il veut démontrer aussi qu'il est chef de parti et qu'il est capable d'être candidat. Et il l'a démontré. Je l'en félicite. Qu'il avait les capacités avant de pouvoir prôner. Bien sûr. Et il vient de le démontrer. Il est chef de parti, il a les moyens d'être candidat, ou en tout cas, il a le peu qu'il faut pour être candidat, comme tous les autres qui sont candidats aussi. Et puis voilà, il n'a pas dit qu'il rejetait la candidature de Monseigneur Podrou. C'est la nuance fondamentale qu'il faut apporter. Et quand j'ai écouté cette information que vous avez, j'étais choqué parce qu'il n'a pas dit ça. À moins que vous lui demandez et qu'il vous redise exactement ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a rejeté. Il a dit qu'il a posé sa candidature et qu'il est prêt même à revoir sa candidature si tant est que il est convaincu que beaucoup de partis soutiennent M. Gabriel Agbeyome Kodjo. Alors, oui, maintenant, la question, est-ce que la C14, qui était dans la dynamique unitaire au niveau de Monseigneur Kodjo, soutient le candidat unique de l'opposition? Oui, la C14 soutient, parce que vous avez lu le communiqué. Est-ce que vous n'avez pas lu le communiqué? Ils disent avoir pris acte. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas contre, nous acceptons, mais le communiqué est fait comme ça parce que nous n'avons pas encore discuté suffisamment entre nous pour consolider la dynamique Podrou. Et c'est dans cette phase que nous sommes. Mais y a-t-il espoir? L'espoir est permis et l'espoir déborde même la coupe. Maintenant, comment ou bien en quoi le choix d'Agbeyome peut rassurer le parti au pouvoir? Le choix d'Agbeyome peut rassurer le parti au pouvoir. D'abord, il fait peur parce qu'on dit, pour cette fois, l'opposition est sur le chemin de Damas, est sur le chemin de l'alternance. Pour une fois. Parce que depuis 1993, le raisonnement qu'on a développé présentait le candidat du parti majoritaire. C'est pour ça que Guil a refusé Edem Kodjo en 1993. Il s'est présenté en lui-même en 1998. Il a gagné. On a eu peur de lui. On ne lui a pas laissé le pouvoir. En 2003, idem. En 2005, Bob Akitani. En 2006, en 10, Jean-Pierre. En 2015, Jean-Pierre. Au moins, une chose est certaine, cette posture traditionnelle de parti le mieux implanté, dont on envoie le candidat, a coulé. Maintenant, c'est une posture nouvelle. Que vous voudrez essayer. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est d'abord de consolider notre dynamique en parlant avec tout le monde, en présentant un programme commun sur lequel
nous allons discuter très prochainement. Et puis pour savoir quel rôle tout le monde va jouer, puisque le candidat qui est désigné a dit lui-même qu'il va faire une transition avec tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas avec nous au sein de l'opposition, et même le pouvoir en place. Nous allons travailler ensemble. Nous n'allons pas faire la chasse aux sorcières. Pas de chasse aux sorcières? Il n'y en aura pas. Puisque si l'alternance doit arriver, nous devons discuter avec eux. Nous sommes prêts à discuter pour dire Faure Gnassingbé restera dans le pays, il ne sera pas persécuté, ses biens seront préservés. En tout cas, lui et Agbeyo c'est vous qui le dites, ou bien vous êtes en train d'exprimer le ressentiment, bien ce que Agbeyo se connaissent. Ils se connaissent, non? Ils vont parler entre eux. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, les hauts gradés de l'armée connaissent M. Agbeyo Mekodjo, ils vont discuter, il va leur donner les garanties nécessaires. Et nous allons maintenant ouvrir l'antenne aux auditeurs qui voudront aussi intervenir dans le débat. Alors, M. Waris, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Ah là là, on l'a perdu depuis Azan où il nous appelle le plus souvent. Maintenant, c'est Pelé qui se signale avec, à travers la ligne fixe. Allô? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Pelé. D'accord, nous vous écoutons, Pelé. Oui, bonjour, invité. Bonjour, Pelé. Oui, d'abord, je salue votre propos. Oui. Vos propos toujours. Bon, pour moi, la candidature de M. Agbeyo, il ne faut pas que les gens se focalisent sur son passé. Très bien. Et surtout dire qu'il est minoritaire. Non. Mais si c'est le prix à payer pour qu'il y ait l'alternance, est-ce qu'il y a un problème? Non. Parce que nous devons... Mais maintenant, il faudrait que M. Agbeyo travaille avec M. Jean-Pierre Fabre et voir aussi les gens de Binté et que la terrasse est déjà là. Donc, il ne faut pas que les gens s'intéressent aussi pour dire qu'on devait voir s'il faut, il n'ira pas. Son problème n'est pas là. Merci. Bien noté, cher ami Pelé. Et M. Kolani se signale. Bonjour. Allô, bonjour, Jossin. Oui. Je salue mon ami Philbert Atisto sur le plateau. Bonjour, M. Kolani. Oui, à M. Agbeyo, il faut le dire félicitations. Agbeyo ne vient pas pour faire un mandat, mais il vient pour asseoir une transition. Absolument. Pour asseoir les institutions. Ce qu'il a fait partir du RPT, c'était les réformes. C'est ce qu'il a fait partir. Aujourd'hui, je veux Atisto a dit quelque chose sur le plateau qui ne m'a pas plu. Il a dit qu'il n'est pas populaire. Agbeyo est vraiment populaire. Qui vous dit qu'Agbeyo n'est pas populaire? Nous avons déjà pris les dispositions sur le terrain en disant nous attendons le verdict de Kodjo. Aujourd'hui, notre prière, c'est que la Cour constitutionnelle valide la candidature d'Agbeyo. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Les dispositions sont déjà prises sur le terrain. On ne peut pas rater l'occasion en 2020. Agbeyo ou rien. Merci. Ça, c'est les dispositions que nous sommes en train de prendre et que les gens n'ont qu'à comprendre. Il ne faut pas blaguer. Il ne vient pas pour un mandat qu'il est élu. Non, c'est pour asseoir des institutions fortes dans ce pays-là. D'accord. Bien noté, monsieur Kolani. Et nous accueillons le troisième intervenant. Allô? Allô, monsieur, c'est monsieur Komlavi. Oui, monsieur Komlavi, nous vous écoutons. Oui. Monsieur Agbeyo, c'est un politicien et il est togolais. Il est capable aussi d'engager certains militants. Mais le mal est que lorsqu'on voit la multitude des candidatures de l'opposition et aussi l'atout que notre invité a donné, c'est l'atout international, sur le plan national. Vous avez vu Messan qui vient de déclarer sa candidature hier. Il est pour candidat unique, mais pourtant, il a fait le choix d'Agbeyo, mais il est parti encore se positionner comme candidat. Ça veut dire qu'on a des doutes sur lui. Quel est le travail qui sera fait? Aujourd'hui, l'ANC aussi n'est pas d'accord face aux candidats du UNI et aux militants du UNI. Est-ce que Agbeyo pèse pour pouvoir remporter le scrutin du 22 février? D'accord. Bien noté, cher ami. Nous allons accueillir Madame Amivi. Bonjour. Oui, bonjour Radio Victoire. Oui, Madame, nous vous écoutons. S'il vous plaît, je souhaite participer. Tout à l'heure, l'invité que je salue, bonjour l'invité. Bonjour, Madame. Qui nous disait de ne pas penser au passé de la personne élue de M. Agbeyo Mekodjo. Mais il y a certains d'entre nous, le 5 octobre, on ne peut pas l'oublier. Il était le ministre de l'Intérieur. Il y a certains qu'on a demandé de faire quelque chose, qu'ils ont désisté et puis ils ont démissionné.
Mais le 5 octobre, j'étais jeune, j'étais à l'école. J'ai couru de Lomé 2 jusqu'à Dakpané. Il y a l'hélicoptère qui pleuvait des balles sur les gens. Et ça, on ne peut jamais l'oublier. Il faut qu'il nous explique ça déjà d'abord. Merci. D'accord. En 90, est-ce que M. Agbeyome était ministre de l'Intérieur? On va poser la question tout à l'heure à notre ami et le dernier intervenant que nous allons accueillir. Allô? Allô, bonjour M. Joachim. Bonjour Papa Sibiti. Bonjour Président à tous. Je n'ai plus écouté il y a longtemps. C'est vrai. Bon. Bonne heureuse année, bonne santé. Je ne viens pas pour poser une question. C'est un éclaircissement. Ça veut dire que si le président Agbeyome a été choisi, monsieur le président Fabre, il n'est plus candidat, les autres là, ils ne sont plus candidats. Expliquez-moi ça, excusez-moi. D'accord. Merci beaucoup. Agbeyome, candidat unique de l'opposition, alors que les autres sont aussi en lice. Est-ce à dire qu'il désiste ou bien comment expliquer? Le souhait de Monseigneur, parce qu'il a rencontré tout le monde, y compris M. Jean-Pierre Fabre. Et son souhait, c'est de faire en sorte que l'opposition désigne un seul candidat. Je vous assure que si tous les autres candidats déclarés acceptent de faire le sacrifice pour que tout le monde se mette derrière Agbeyome Kodjo, la victoire de l'opposition sera même déclarée avant le scrutin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous écoute. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. D'accord. Consolider notre dynamique, aller au-delà de la dynamique pour rencontrer tous les candidats déclarés et faire en sorte que le 22 février, l'opposition n'est en liste que M. Agbeyome Kodjo. Donc, vous allez travailler que les autres désistent. Que les autres rallient le candidat de Monseigneur pour que nous puissions faire l'alternance. Et c'est votre leitmotiv. Chacun peut dire ce qu'il attend de l'alternance. Chacun sera associé à la gestion du pouvoir après la victoire d'Agbeyome Kodjo. Donc, ce que je voudrais dire à Papa Sibiti, pour le moment, nous ne voyons pas de candidat créé a reçu M. Agbeyome Kodjo pour l'instant, mais on ne sait pas peut-être s'ils vont le faire demain. Mais est-ce que vous avez aussi des informations selon lesquelles ils pourront toutefois rallier le camp? Je pense qu'il faut rester dans cette espérance et travailler dessus. Il faut aller voir tout le monde. En 1990, oui, des balles, des hélicoptères qui rafalaient, en tout cas déversaient des balles sur les gens. Agbeyome Kodjo, ministre de l'Intérieur. Non, il n'était pas ministre de l'Intérieur à l'époque. Il a été ministre de l'Intérieur pendant la transition. D'accord. Et pas le premier gouvernement de la transition, mais le deuxième. Mais avant la conférence, il était ministre de la Jeunesse et Sport. Très bien. Voilà. Monsieur Komlanvi a dit... Donc ce n'est pas lui qui avait les capacités de donner les ordres pour qu'on déverse des balles sur les gens. Il n'en avait pas les moyens. Monsieur Komlanvi dit, face à cette multiplicité de candidatures au niveau de l'opposition, ça ne traduit pas un doute sur la personne d'Agbeyome? La multiplicité de candidatures est justifiée par le fait que les partis ont vocation naturelle de conquérir le pouvoir. Oui. Tout le monde peut se présenter. Mais nous avons le devoir de discuter entre nous pour faire les ralliements, pour susciter les ralliements. Et c'est le travail. Et face à unir, il peut gagner. Face à unir, que ce soit fort ou un autre candidat, il va gagner. Si tant est qu'on arrive véritablement à faire le ménage au sein de l'opposition, nous pouvons gagner. Et même s'il y a quelques candidats au sein de l'opposition qui sont en liste, nous irons sortir ceux qui sont dans leur maison et qui n'ont jamais voté. Il y a un électorat potentiel qui est là, qu'il faut faire sortir le 22 février 2020. Alors, si nous discutons et que certains candidats de l'opposition veulent rester en lice, eh bien nous gagnerons quand même. C'est-à-dire que nous ferons tout pour être au deuxième tour et rester en tête au sein de l'opposition. C'est le travail. Vous parlez avec une conviction, M. Bien sûr, puisque pour la première fois, les moyens qui nous ont manqué pour travailler, nous voulons les avoir. Et les bureaux de vote, nous voulons leur assurer la sécurité nécessaire pour que nous puissions avoir les procès-verbaux. Et nous allons faire le maillage de tout le territoire.
Et il est évident que si nous expliquons très bien que le candidat de Monseigneur Kodjo est le mieux à même de faire l'alternance, beaucoup plus que tous les candidats qui sont en liste, dont on peut croire qu'ils sont parfois plus populaires. Et tout à l'heure, je voudrais dire à M. Kolani que je n'ai jamais dit que M. Agboyome n'était pas populaire. Non, il m'indexait. Il disait que c'est plutôt le journaliste. C'est vous qui avez dit ça. Moi, je pensais qu'il disait. Alors, si on arrive à travailler sur la candidature, à expliquer pour faire les ralliements nécessaires et à faire comprendre aux gens que d'entre tous les candidats qui sont en liste, bien que M. Agboyome ne soit pas le plus populaire, ne soit pas le plus beau, mais qu'il est au moins celui qui a tous les atouts pour réaliser l'alternance, si on arrive à expliquer ça, Joachim, je vous assure que nous allons gagner cette élection. Alors, Monsieur Philbert Sassoua Tissot, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Beaucoup d'auditeurs vous ont rassuré que ils n'attendent que la Cour constitutionnelle valide la candidature de Monsieur Agboyome Kodjo et que rapidement il investisse le terrain afin de pouvoir vous porter le soir du 22 février. Mais n'oubliez pas, nous allons recevoir également, plaise à Dieu, Monsieur Agboyome lui-même ici et également d'autres candidats qui sont toujours en liste et nous verrons bien ce qui va se passer le 22 février prochain. Mais nous sommes à la fin de l'émission. Cependant, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Victoire FM, surtout l'émission Audi Actu. Alors, madame, monsieur, vous tous qui êtes avec nous, je crois bien. Alors, technicien, vous voudrez bien sûr, c'est la fête. Alors, vous voudrez bien sûr nous aider. Et oui, et c'est parti. Audi Actu, joyeux anniversaire. Voilà. Audi Actu à 10 ans. À 10 ans, le champagne est sauté. Mesdames, messieurs, c'est fini pour cette émission. Excellente journée, bonne année à toutes et à tous et bonne fête à vous également, même si vous n'êtes pas ensemble avec nous en studio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.